il y a eu un réflexe quand même, mon cerveau m'a dit tu vas mourir. Donc il y a un instinct de survie qui a émané en fait. J'ai dû uriner, je n'ai pas eu de choix en fait. C'était ça ou certainement une vessie qui éclate quoi. Je découvre que je suis une ligne dans un tableau Excel parce qu'il a noté chacune de ses agressions, une partie de ses agressions, parce que tout le monde n'est pas dans son tableau Excel. Dans un tableau Excel, il a fait 200 lignes pour 200 victimes. Une fois que j'ai appris que j'étais agressée, j'ai fait des recherches. J'ai découvert le mot soumission chimique, j'ai découvert les mots paraphilie, j'ai découvert le syndrome de la vessie désespérée, j'ai découvert des blogs d'hommes qui partagent des délires sur le fait de voir des femmes uriner. Pour moi, je considère avoir été agressée sexuellement, même si mes parties intimes n'ont pas été touchées directement. Mais là, moi, je veux une date de procès. Il faut que ça cesse la soumission chimique et il faut que l'État s'y mette. Il y a 10 ans, lors d'un entretien d'embauche au ministère de la Culture, vous avez été victime de soumission chimique par un haut fonctionnaire. Comment rencontrez-vous cet homme ? Comme je suis en recherche active d'emploi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux professionnels pour ça. Donc je réseaute pas mal et il se trouve que mon interlocuteur, nous avions un contact en commun et il a vu, parce que j'avais noté en très grand sur mon profil que j'étais en recherche active d'emploi, c'est lui qui m'a contacté pour m'inviter à un entretien au ministère de la Culture. À ce moment-là, il était en charge de la transition de la fonction publique, modernisation de la fonction publique, et il avait eu juste quelques mois auparavant des fonctions de recruteur au ministère de la Culture. Il a siégé au Conseil à l'égalité homme-femme, il a de l'expérience en CHSCT, moi-même j'ai déjà évolué dans un CHSCT, il a une sensibilité sur le handicap, sur l'égalité homme-femme. Il ne m'a pas précisé de poste en particulier, mais il m'a dit que c'était bien pour m'accompagner dans ma recherche d'emploi, et moi j'ai supposé qu'il y avait des offres à pourvoir au ministère de la Culture et que, justement, vu sa position, il avait connaissance de toutes les offres disponibles et que peut-être il pouvait m'orienter vers plutôt l'une ou l'autre de ces offres. Votre entretien est fixé en avril 2015. Pouvez-vous nous raconter comment il se déroule ? Je suis allée très très tôt le matin, je suis lilloise, donc je suis allée jusqu'à Paris en train et je suis allée prendre un petit déjeuner dans un hôtel qui était pas loin du ministère de la Culture et j'ai pris mes dispositions avant d'aller à l'entretien. Je suis rapprochée tout doucement du ministère. Et puis cette personne est venue m'accueillir pour l'entretien. Alors il ne m'emmène pas dans un bureau, il m'emmène dans une grande salle de réunion. Tout simplement, on est assis l'un en face de l'autre et puis il me demande d'exposer mon parcours. Donc je commence à expliquer mon parcours et puis il m'interrompt et il me dit « Oh mince, j'ai oublié de vous proposer à boire ». Comme il n'y a pas de machine à café et à thé dans la salle, il me propose d'aller chercher une boisson dans les étages. Donc c'est lui qui prend ma boisson et puis il salue quelqu'un l'interpelle donc il le salue et il me rend ensuite ma boisson. Puis nous redescendons dans la salle de réunion et nous reprenons l'entretien, ma présentation. Je le sens intéressé mais à la fois il est très concentré sur son téléphone. Au début je laisse couler, je me dis bon, je vais pas le déranger, il a certainement des choses importantes à voir. Et puis au bout d'un moment, c'est quand même au bout de 10 minutes, je me dis que c'est quand même dérangeant. Je ne sais pas si je dois m'interrompre ou pas. Donc je m'interromps et je lui fais remarquer excusez-moi, vous avez besoin peut-être de quelques minutes. Il me répond qu'en fait, il m'écoute, que je peux poursuivre en fait. Et il m'a rappelé qu'il avait des obligations, vu sa position dans le ministère, mais qu'il répondait à quelques mails. Mais dans tous les cas, je pouvais continuer, il avait une oreille attentive. Ça a duré une bonne demi-heure et au bout d'un moment, il a relevé sa tête et puis il m'a proposé d'aller visiter les locaux. Donc moi, j'interprète, je viens de lui expliquer mon parcours, peut-être qu'il a des idées en tête déjà de poste et peut-être qu'il va m'emmener voir des personnes qui cherchent des personnes dans leur service. Et on sort de la salle de réunion, il me dit de laisser mes affaires, nous n'allons pas loin, et il ferme à clé la salle de réunion. Nous évoluons au rez-de-chaussée et puis il me propose assez rapidement d'aller voir une installation qui est en travaux. Je suis le mouvement en me disant peut-être qu'il a des choses à me montrer par rapport à une offre. Et donc nous sortons du ministère, donc là je suis un peu surprise parce qu'on prend une porte à l'arrière du ministère et puis on traverse une rue et on se retrouve effectivement devant une installation design. Sur le coup je suis surprise, à la fois je me dis peut-être qu'il y a d'autres services, parce que le ministère c'est grand, il y a plusieurs lieux en fait, plusieurs bâtiments, donc je me dis qu'on va certainement rejoindre d'autres bâtiments, d'autres équipes, et en passant, on passe devant cette installation. J'ai pas de repère en fait, c'est la première fois que je viens dans ce ministère, je n'y connais personne. Je le suis parce qu'il inspire confiance. Pour moi, je suis quand même avec un haut fonctionnaire qui a fait des hautes études, qui travaille dans un ministère, je n'ai aucune raison de me méfier. Et donc, on arrive au niveau de ces fameuses colonnes de Buren, et puis il me propose, il me dit, écoutez, je vous propose, la journée, regardez, elle est radieuse, là, il fait un super temps, ça vous dit de continuer l'entretien en marchant. J'ai pas vraiment le choix. Je suis obligée de suivre le mouvement. Je fais un entretien. Je peux pas dire non à un recruteur. Bah non, en fait, je vais pas vous suivre. On est en entretien, mais je veux pas faire d'entretien. Et même si à la fois, je me dis, c'est assez étonnant, mais j'avais lu quelques semaines avant un article dans la presse qui expliquait les nouvelles méthodes de recrutement dans les fonctions cadres. À l'époque, il y avait quelques expérimentations quand même pour proposer d'autres types d'entretiens. Donc je m'étais dit, pourquoi pas, peut-être qu'il est dans cette veine-là. Rapidement, des symptômes physiques apparaissent. Quels sont-ils ?
C'est mon ventre qui gargouille de plus en plus. Et j'étais même gênée, je me suis dit, mais il ne faut pas qu'il entende. D'abord des gargouillements, et ensuite j'ai commencé à avoir des brûlures au niveau des voies urinaires, et j'ai commencé à avoir mal en fait, mal au ventre, l'envie d'uriner, et c'est venu tout ça progressivement. Il faut se remettre dans la situation, je ne suis pas en train de me promener, je suis en train de défendre mon profil pour pouvoir intégrer un poste dans un ministère, dans la fonction publique. Je vais vous donner un exemple de question. Si vous étiez chargé de communication au ministère de la Culture, plus particulièrement au Mont-Saint-Michel, et que vous deviez travailler avec une personne en charge du patrimoine qui a une vision plutôt archaïque de la gestion de projet, vous feriez comment? Je me demandais un peu d'où ça sortait, vu qu'il n'y avait pas d'annonce qui était associée. J'essayais de répondre tant bien que mal, et ce qui était assez vicieux, c'est que cette personne me reposait, me reformulait la question, une fois que j'y avais répondu, en me faisant croire que je n'avais pas forcément bien répondu. Alors, je commençais à me sentir mal physiquement, et en même temps, je réfléchissais, où est-ce qu'il veut que j'aille? En même temps, tout ça avait lieu dans un rythme où moi je suis dans une démarche active de répondre à des questions, donc j'avance, j'ai besoin de marcher, et lui en fait il marche au ralenti, au sens propre, comme si nous flânions dans les rues. Donc il y avait beaucoup d'éléments qui étaient déstabilisants dans tout ça. Et sur le moment, moi j'ai pas de montre, j'ai pas de téléphone, donc j'évolue sans savoir, donc je n'ai pas de repère temporel. Pour moi ça dure 1 heure. Et quand je commence à avoir l'envie d'uriner, je me dis, bah c'est pas grave, de toute façon ça va pas durer plus d'1 heure l'entretien. Et puis au final je me trompe parce que je vois que l'entretien s'éternise. Donc là je manifeste, je l'interpelle et je lui dis, je vais avoir besoin d'une pause technique. Et il me gronde. Il me dit, bah dis donc, vous auriez pu prendre vos dispositions tout de même. Des petits indices comme ça qui me dérangeaient en fait dans l'entretien, mais pas suffisamment pour y mettre fin. Et au final, on continuait à marcher tout droit et puis on n'a jamais trouvé de toilette, de café. Nous longions la Seine jusqu'au moment où j'ai vraiment eu peur parce que mon corps en arrivait, enfin quand même, j'ai eu des tremblements qui étaient progressifs, des palpitations qui étaient progressives. Et je me suis dit, mais là c'est pas possible quoi. Je sens que les gouttes perlent sur mon front, je dois être rouge. Et j'ai regardé mon ventre. Et en voyant la taille de mon ventre, là j'ai vraiment pris peur et j'ai décidé de mettre fin à l'entretien. J'ai dit, là stop, en fait je me sens vraiment pas bien, j'en peux plus. Et j'ai pas eu de chance, c'est qu'à ce moment-là, il y a des collègues à lui qui sont passés. On est arrivé à la hauteur d'une passerelle en fait piétonne qui passe au-dessus de la Seine. Il y a 2 collègues qui passent et lui il me dit, ah, c'est ma collègue du service ressources humaines. Donc il me remet en fait le mot ressources humaines à l'esprit. Donc je me remets dans une posture de recrutement. Malgré la situation physique, je me retrouve à devoir saluer cette dame qui travaille au service ressources humaines du ministère de la Culture en me disant mais j'espère qu'elle va voir que je vais pas bien, j'espère qu'elle va pas rester longtemps. Mais maintenant avec du recul, je me dis mais ça devait vraiment se voir en fait que j'étais pas bien. On aurait dû mettre fin à ce moment-là, tous les 3 en fait. Et puis finalement, comme elle était accompagnée, cette personne est partie avec son accompagnante. Et je les ai vus se faufiler dans un souterrain et ensuite pour prendre la passerelle. Et donc là, j'ai regardé mon interlocuteur, je lui ai dit, bah là, stop, là, je vais aller là, en fait. Et je suis allée dans ce souterrain, qui était plutôt pratique pour moi, parce que mon interlocuteur restait au bord, donc il pouvait surveiller les gens qui arrivaient. Et puis, il y avait quelques marches, donc j'étais un peu surélevée, donc je pouvais voir les gens arriver de part et d'autre. Il y a eu un réflexe quand même, mon cerveau m'a dit, tu vas mourir. Donc il y a un instinct de survie qui a émané en fait. J'ai dû uriner, je n'ai pas eu de choix en fait. C'était ça ou certainement une vessie qui éclate quoi. Et donc je me retrouve à baisser cette culotte et à uriner sur la voie publique. Une quantité d'eau, mais c'était interminable. Je suis restée au moins quelques minutes à uriner, ce qui n'est pas normal. J'ai eu plusieurs sentiments en même temps. De la colère, de la frustration, de ne pas savoir maîtriser mon corps, de la honte, parce que je vais uriner sur la voie publique, enfin, c'est pas un truc que je fais habituellement, et de la gêne et de la peur. Qu'est-ce qui se passe? De la confusion, complètement de la confusion. J'étais pas dans un état normal. Puis j'avais des petits talons. Si vous voulez, mes pieds étaient tellement gonflés ça dépassait de mes chaussures et c'était même blessé. Ça commençait à saigner en fait, tellement nous avions marché. Et puis à un moment, il y a mon interlocuteur qui a décidé de venir. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait lui en fait? Donc je le vois s'approcher, comme ça, avec sa veste. Il enlève sa veste, un peu comme un super-héros là. Et puis il met sa veste autour de moi, il s'accroupit, s'agenouille à côté de moi. Et puis il dit, je vais vous cacher. Et j'essaye de gérer la situation en me disant, mais c'est bizarre, il va m'agresser. Bah non, il va pas m'agresser. Il doit être aussi perturbé que moi, en fait, parce que la situation est tellement exceptionnelle et inhabituelle qu'en fait, peut-être lui-même, il n'a pas de repère, il sait pas quoi faire. Mes jambes tremblent tellement que je ne peux pas me relever. Donc, il m'aide à me relever, il m'amène au niveau du jardin des Tuileries sur une chaise. Il pose sa veste sur mes épaules. Il se trouve qu'il y a de l'urine sur sa veste et il me gronde de nouveau. Il me dit, mais dis donc, vous auriez pu faire attention tout de même. Et puis, il me reproche aussi peut-être ce malaise. Il me dit, ça vous arrive souvent, des choses comme ça? Faites attention à votre santé quand même, hein, vous devriez faire attention.
c'est étrange que ça prenne sa place dans l'entretien. Enfin, tout est étrange. Et puis, il me dit que finalement, beaucoup de temps s'est écoulé et que nous devons rentrer rapidement au ministère parce qu'il a des obligations. Et effectivement, nous rentrons, et nous rentrons vite. Et ça aussi, c'est assez perturbant parce qu'il s'est quand même passé un long moment pour arriver à l'endroit où nous sommes arrivés. Et pour rentrer, on a mis à peine un quart d'heure. Et quand nous sommes rentrés au ministère, il se trouve qu'à côté de l'immense salle de réunion, il y a des petites toilettes. Et donc, je rentre dans cet espace. Donc, la première chose que je vois, c'est mon visage dans le miroir. Il est rouge, je perle de transpiration. Mes rides sont toutes ressorties, on voit mes rides, elles sont blanches. Et je me dis, ah non, mais là c'est sûr, j'ai foiré l'entretien, j'ai tout raté avec une tête pareille, je me suis grillée complet. Et puis je vais aux toilettes, j'urine encore, et là je me dis, mais c'est quoi ça en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et puis quand je ressors de ce sas, en fait il est derrière la porte. Et qu'est-ce qu'il fait derrière la porte en fait? Pourquoi il n'est pas dans la salle de réunion? Ça c'était bizarre en fait encore. Et puis l'entretien on reste là en fait. Il me raccompagne à l'accueil et je me retrouve toute seule dehors, pas bien. Et donc j'avance et je trouve une sandwicherie. Je demande à la dame, excusez-moi, je vois que vous êtes affairée, je peux me poser encore, je peux déjeuner. Elle me dit, mais non en fait madame, on a terminé le service du midi. Et c'est là que je prends conscience de l'heure. Je me dis, on a terminé le service du midi, mais il est quelle heure en fait? Moi, je suis rentrée en entretien à 9h et là, on a terminé le service du midi, donc il est 13h30, 14h, quelque chose comme ça, quoi. Et ensuite, je suis allée à la gare et fait marquant, je suis rentrée à pieds nus. J'ai pris le métro à pieds nus, tellement j'avais mal aux pieds, j'avais mes pieds blessés. Et puis, j'en suis restée là avec ce mal de ventre, ces douleurs pendant plus d'une semaine, cette impression d'avoir vraiment foiré l'entretien, que tout était de ma faute, en fait, que j'étais incapable de tenir la pression pour un tel entretien et que j'aurais plus jamais d'opportunité comme celle-là. Donc, je suis restée sur ça. Les mois et les années qui suivent, cet entretien vous a-t-il laissé des séquelles? Ça m'a traumatisée d'avoir échoué. J'ai eu le sentiment d'avoir tout gâché. Et en fait, j'ai perdu confiance en moi. J'ai développé des troubles, en fait, même cognitifs. Je n'arrivais plus à mémoriser des choses, à rentrer en lien avec des personnes, des problèmes vraiment relationnels. Et ça m'a très impacté pour ma recherche d'emploi. J'avais plus envie non plus de chercher du travail. J'ai essayé, j'ai assisté à quelques événements dans les mois qui ont suivi, mais je me sentais pas à ma place, en fait. J'étais avec des gens très importants et en fait, je me sentais pas à ma place. Je me suis dit, finalement, c'est pas fait pour moi tout ça en fait. Et je me suis isolée, je me suis enfermée un peu dans ma petite vie à Lille et j'ai arrêté d'aller à Paris. Ça s'est fait mais vraiment inconsciemment. Et puis je suis tombée malade. On a détecté une tumeur en fait sur mes voies digestives à l'endroit des flux d'eau. Donc j'étais occupée par ça en fait. Priorité me soigner et guérir. Donc j'ai mis de côté cette recherche d'emploi. Et jusqu'au jour où, en 2019, j'ai reçu un courrier un peu particulier dans ma boîte aux lettres. Un courrier simple, tellement simple que j'ai cru que c'était un phishing. C'était une blague. C'était un courrier de la police de Paris. C'était étrange parce que moi j'habitais à Lille, j'avais plus rien à voir avec Paris. Et c'était un courrier de la section criminelle police judiciaire de Paris. Veuillez nous contacter avec le nom d'une capitaine de police. Puis la curiosité m'a piqué, j'ai quand même contacté cette capitaine de police, qui m'a indiqué qu'en fait, il y avait une enquête qui était en cours. Elle m'a demandé si j'avais déjà fait des entretiens de recrutement à Paris, donc je lui ai dit oui, mais il y a longtemps. Puis elle m'a dit qu'il n'y avait rien de grave et qu'il y avait une enquête qui était en cours, et si je voulais bien témoigner, si je passais éventuellement sur Paris, ça serait bien, mais sinon c'est pas grave. Et c'est un peu par hasard que je suis allée à Paris rencontrer cette capitaine de police. Puis on me demande naïvement d'expliquer cet entretien. Donc pour le moment, je ne fais toujours pas le lien entre ce qui était bizarre et pour moi, on vient me demander de témoigner parce que peut-être quelqu'un a subi quelque chose et on veut savoir que ce monsieur était à cet endroit-là avec moi. Peut-être qu'on veut lui donner une médaille et que c'est une enquête de moralité. En partant de ce principe-là, je me dis, est-ce que je dois dire que j'ai uriné sous un pont? Puis après, je me dis, bon, c'est la police, je dis tout. Et j'ai tout dit. Et il se trouve que quand j'ai indiqué ce que je viens de vous raconter, donc finalement que j'ai uriné sous la passerelle, tout ça, j'ai vu des réactions en fait. Elle va chercher un document, elle revient et elle me dit maintenant je vais vous lire quelque chose et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et le fait qu'elle me dise ça, là, je deviens grave. Donc, déjà, elle ouvre son document qui est immense, avec plein de post-it partout, et je vois mon nom. Puis elle me lit à telle heure, accueil au ministère, à telle heure, début de l'entretien, à telle heure, administration du diurétique, à telle heure. Elle me demande une pause technique. À telle heure, on croise telle personne au niveau de telle passerelle. À telle heure, elle urine. Le jet était long, la culotte était noire. En fait, c'est une agression. Là, je prends conscience, je prends la mesure des choses. Il y avait bien un truc, et c'est une agression, ce truc. Tout ce qui m'est arrivé depuis ce jour-là n'est pas ma faute. Il y a comme un décodage qui se met en place. Et on m'a expliqué plus tard, en fait, une psychologue de la commissariat de Lille, du commissariat de police de Lille m'a expliqué qu'en fait, depuis cet entretien, le jour de cette agression, il y avait un décalage entre
ce que mon cerveau a vécu de cet entretien à ce que mon corps a vécu en fait. Et il n'y avait pas de lien entre les deux. Et c'est ça en fait qui m'a fait avoir des troubles pendant tout le temps où je n'ai pas su que c'était une agression. Par exemple, je suis tombée malade une année après. Moi, quand j'ai su que j'étais malade, j'ai cru que c'était à cause de ça que je m'étais sentie mal une année auparavant. Et en fait, quand j'ai su que j'avais été agressée, là par contre, je me suis dit, ça se trouve, c'est parce que j'ai été agressée que j'ai eu ce problème de santé. J'ai remis un peu les choses autrement en place dans mon esprit. Ça m'a permis vraiment de reprendre ma confiance en moi, déjà dans un premier temps, de me dire, en fait, j'ai pas rêvé. Ça m'a permis de reprendre pied, en fait, quelque part. Il y a eu une agression, il faut que je m'attelle à me réparer, maintenant que je sais ce qui s'est passé. Au commissariat, qu'apprenez-vous de Christian Nègre et de ses agissements ? Je découvre que je suis une ligne dans un tableau Excel parce qu'il a noté chacune de ses agressions, une partie de ses agressions, parce que tout le monde n'est pas dans son tableau Excel. Dans un tableau Excel, il a fait 200 lignes pour 200 victimes. Donc là, je découvre en fait que je ne suis pas la seule victime. Et je découvre que ce tableau Excel a été découvert dans le cadre d'une autre enquête. En fait, il a en fait été surpris en train de prendre en photographie les jambes d'une sous-préfète. Donc c'est comme ça qu'il y a eu une enquête de déclencher et qu'on a retrouvé un tableau Excel dans lequel je figure. D'après son tableau Excel, on n'a pas tous les détails. Moi, je sais que je suis en contact avec une bonne cinquantaine de victimes qui ont été agressées avec le diurétique. Et il prenait des photos et d'ailleurs, il avait la réputation de prendre des photos. C'était connu quand il était fonctionnaire au ministère de la fonction publique, également au ministère de la culture. Il avait sa réputation de photographe. Et effectivement, dans le tableau Excel, il a stocké des photos, donc la photo de mon profil LinkedIn, et puis des photos de mes jambes prises sous le bureau, donc avec mes jambes croisées. Ça explique pourquoi il était sur son téléphone. Moi, je pensais qu'il répondait à des mails. En fait, il prenait des photos. Et puis, il a pris des photos également quand je marchais ou qu'on faisait des pauses pendant que j'étais en train de me retenir d'uriner. Lui, il prenait des photos. J'ai eu 2 réflexes. La première remarque, c'est un malade mental. Tellement, pour moi, ce que je viens d'apprendre, c'est lunaire, en fait. Je ne connais pas la paraphilie, l'urophilie, je ne connais pas. Donc, pour moi, c'est maladif, finalement. Non, c'est pas une maladie. Une perversion sexuelle. Et deuxième réflexe, et là, c'est vraiment mes réflexes professionnels qui reviennent, ma formation au secourisme du travail, CHSCT, va falloir m'expliquer. Qu'est-ce qu'un type qui a ses fonctions fait dehors, en entretien, avec autant de personnes, vu le document que vous me montrez, c'est qu'il y a beaucoup de victimes, à quel moment quelqu'un contrôle son travail? Est-ce qu'il a des entretiens annuels, ce monsieur? Comment on laisse quelqu'un faire ça à autant de personnes dans un cadre professionnel? Vous savez, les fonctionnaires, ils ont une obligation de signalement, c'est ce qu'on appelle l'article 40 en fait. Donc à plusieurs moments, des personnes pouvaient signaler. Apprendre que vous avez été victime de soumission chimique a-t-il eu des conséquences pour vous ? Ça a créé un dysfonctionnement dans mon lien social de manière générale et j'ai plein de troubles dans mon quotidien qui me perturbent. L'autre fois, j'étais dans un café et c'est un serveur qui m'a ramené un café. Le fait que ce soit un serveur qui me ramène mon café, j'ai pas su le boire le café. C'est inconscient en fait. J'essaye de travailler là-dessus, mais parfois j'y arrive pas. Quand je suis toute seule dans une pièce avec beaucoup d'hommes, ou dans les situations de recrutement en fait. Là, pour le coup, j'ai aidé quelqu'un à fonder une entreprise. On a rencontré des banquiers hommes. Le banquier homme qui va me proposer un café, je vais bloquer, j'ai du mal, je me sens pas en confiance en fait. J'ai des problèmes. Ouais. J'ai un stress post-traumatique qui a été identifié seulement cette année, donc 10 ans après l'agression. Et là, je me dis, ouais, quand même, cette agression, même si je n'ai pas été endormie et que je n'ai pas été violée, a eu un impact tel sur ma vie que je souffre d'un stress post-traumatique. Votre agresseur présumé a été radié de la fonction publique en 2019, mais depuis, l'instruction suit son cours et vous n'avez toujours pas de date de procès. Êtes-vous en colère contre la lenteur de la justice ? Oui, en fait, ce qui est compliqué, en fait, c'est que notre affaire, elle est sortie avant Mazan. Elle est sortie avant aussi l'affaire Guerriot, avant l'affaire Bigorne, avant plein d'autres affaires de soumission chimique. Et pour autant, il y a des affaires où, il y a moins de monde, ok, mais si je prends l'affaire Le Squarnec, qui est sortie aussi entre-temps. Vu le nombre de parties civiles, oui, effectivement, je ne comprends pas pourquoi notre affaire, alors qu'une grosse partie des victimes est dans un tableau Excel, il y en a d'autres qui ne sont pas dans le tableau Excel, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas déjà une date de procès. Je ne comprends pas non plus pourquoi il n'y a pas eu un appel à victimes dès le début de l'enquête, de l'instruction. Parce que là, il y a eu un appel à victimes qui a été fait par la procureure de Paris ce mois-ci, et pour moi, on est en fin d'instruction. Donc pourquoi on n'a pas cherché les victimes avant ? Dans cette affaire, la qualification des faits n'est pas aisée dans la mesure où il n'y a pas eu d'attouchement ni de tentative. Vous considérez-vous pour autant victime d'agression sexuelle ? Pour moi, j'ai été victime d'une agression sexuelle. Une fois que j'ai appris
appris que j'étais agressée, j'ai fait des recherches. J'ai découvert le mot soumission chimique, j'ai découvert les mots paraphilie, j'ai découvert le syndrome de la vessie désespérée, j'ai découvert des blogs d'hommes qui partagent des délires sur le fait de voir des femmes uriner. Pour moi, je considère avoir été agressée sexuellement, même si mes parties intimes n'ont pas été touchées directement. Je pense qu'il faut qu'on fasse évoluer justement les textes et les lois à ce propos, parce que on voit bien qu'il y a d'autres perversions sexuelles qui existent et que ça n'est pas que le fait de toucher. Pour moi, la qualification, c'est pas ça qui fait retarder la fin de l'instruction. On peut prendre l'exemple par exemple de l'affaire Guerriau, c'est la même chose. On s'est posé la question, il n'y a pas eu d'attouchement et pourtant il se trouve que c'est passé en procès, la députée a été agressée en 2023, le procès a eu lieu là en début 2026. Finalement, c'est pas la qualification qui a empêché l'affaire d'arriver devant le tribunal. Moi je pense que notre affaire, elle prend du temps, c'est pas par rapport à la qualification des faits. Je pense que ça a un côté politique quand même en fait. Il y a une volonté d'étouffer certaines choses. On parle beaucoup des agressions au ministère de la Culture, on parle exclusivement du ministère de la Culture. Il y a eu des personnes agressées à la DRAC du Grand Est, qui dépend aussi du ministère de la Culture, mais il y a des personnes qui ont été agressées à la DGAFP. C'est le ministère de la Fonction Publique. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Et il y a des choses comme ça qui me dérangent parce qu'il y a des personnes qui étaient en poste qui auraient peut-être pu signaler des choses et qui ne l'ont pas fait. Mais là, moi, je veux une date de procès. Il faut que ça cesse la soumission chimique et il faut que l'État s'y mette.